à toutes et à tous. Salle pleine, ça fait plaisir. Donc je suis Cédric Joly, je suis le directeur de la technologie chez Rentacloud et aujourd'hui je vais vous présenter Face IT. Il y a eu une petite annonce ce matin, voilà, c'est ça. Je suis déjà très heureux moi aussi d'être en présentiel au Cloud Day. Ça faisait quelques années que je n'étais pas venu ici, comme tout le monde. Certains d'entre vous, comme Selim par exemple, me connaissent, puisque, désolé, je l'ai recruté, j'ai fait partie d'Outscale de la création en 2011 jusqu'à 2017. Et je suis CTO de Rentacloud depuis 2021. Ça tombe bien, c'est le moment où on a commencé. Donc, je vais vous parler de la plateforme Face IT, qu'on a lancée en bêta depuis le mois de février. Alors, pareil, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Outscale, on aime beaucoup les palindromes. Donc voilà, 22/02/2022. Outscale s'étant lancé le 11 novembre 2011, à 11h11 et 11 secondes. Voilà. Alors, ce matin, vous avez entendu parler de Face. Peut-être pour la première fois, peut-être pas. Donc je vais vous rappeler, vous connaissez tous ici, on est au Cloud Days, mais bon, pour la forme. Donc on a la fameuse pyramide du cloud qui redésigne un petit peu toutes les couches sur lesquelles chacun des services cloud doit s'appuyer. Donc en bas, le métier d'Outscale, l'infrastructure as a service, qui va nous permettre par-dessus de monter à la demande des solutions du middleware, en fait, intergiciel, si je peux dire, ouais, du middleware, des bases de données, etc., à la demande, donc qui vont consommer de l'infrastructure. Et puis avec tout ça, on fait des trucs formidables, donc le software as a service. Tout ça, ça représente le cloud. Et puis, comme on aime bien faire les choses à la demande, on rajoute au fur et à mesure des couches. Donc, IaaS, PaaS, SaaS, c'est bien, mais souvent, j'ai besoin d'avoir des petits éléments en plus pour les faire communiquer. Voilà. Sur mon infrastructure, j'ai besoin de la connecter avec un bout de stockage objet. J'ai besoin d'avoir une base de données as a service. J'ai besoin de mettre un coup d'authentification, d'identification, etc. Donc en fait, pour lier les différentes briques du cloud, les différentes briques as a service, on s'est mis, le secteur s'est mis à faire des FaaS, des fonctions as a service. Alors, le plus connu, vous avez certainement entendu parler, c'est Amazon avec Lambda. Vous en avez chez tous les cloud providers. Des petites fonctions qui vont permettre de faire connecter les briques ensemble. Mais cette approche de la FaaS, elle est très orientée sur les équipes de développement. C'est globalement, moi en tant que développeur, j'ai besoin de faire parler mon S3 avec mon cloud, mon infrastructure. Je vais faire une petite fonction qui fait le lien entre les deux. Mais en fait, les FaaS, ça peut servir à faire plein d'autres choses. Parce que finalement, c'est juste une petite fonction que je vais pouvoir appeler pour faire une opération en mode atomique. Donc la vision qu'on a chez nous de la FaaS, c'est que ce n'est pas uniquement orienté pour les équipes de développement, c'est finalement pour n'importe quel utilisateur, n'importe quelle utilisatrice qui a besoin d'une toute petite fonction. C'est l'idée que finalement, si je prends mon image, j'ai un crayon, et puis en fait, ma FaaS, ça va être quelque chose que je vais venir mettre au bout de mon crayon, et puis en fait, j'appelle juste une nouvelle mine. Voilà, j'ai mon stylo favori, et puis en fait, dessus, je peux mettre une pointe de stylo plume, une pointe de marqueur, etc. Et en fait, c'est ça la FaaS. Mon stylo, c'est le cloud, et puis la FaaS, c'est juste le petit truc qui va me permettre d'aller, par exemple, prendre mes données, et puis juste rayer de la bonne façon les données qui ne m'intéressent pas. Donc, cette approche-là, alors je vais rebondir justement sur ce qui a été dit ce matin, sur les aspects de Green IT qu'on cherche à développer, etc. Mais c'est l'idée que je vais avoir juste plus petite fonctionnalité possible que je vais pouvoir déployer le plus facilement au plus près de, par exemple, mes données. Voilà. Donc j'envoie mon crayon juste auprès de mes 15 pétas de données que je vais devoir traiter, plutôt que de ramener mes 15 pétas de données à moi et les traiter en mode central. Donc ça, c'est vraiment la fonction qu'on a, et on essaye de changer de paradigme sur cet aspect de fonction as a service. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Hop, on va lancer une FaaS. Voilà, donc là, je suis sur la plateforme de fonction as a service, donc j'ai quelques FaaS qui sont déjà référencées par plein de gens très bien qu'on en fait, notamment ce très cher VP Résilience d'Outscale. Mais donc ici, je vais lancer une FaaS que j'ai créée. Donc là, je suis sur la plateforme, je clique sur lancer, donc ça va lancer. Alors si on regarde à quoi ça ressemble, j'ai appelé mon URL,
Et donc là, moi, j'ai fait une face qui va aller regarder, qui va aller récupérer sur Twitter les tweets de la journée, et puis qui va aller récupérer leur hashtag, et puis les découper par tranche horaire, pour voir un peu qui parle des Cloud Days, parce que quand même, on est sur un gros événement, et surtout, quels sont les mots-clés qui ressortent le plus. Donc, petite fonction toute bête que j'ai déployée sur mon infrastructure, et donc là, ça a été interroger Twitter, et ça me renvoie ce résultat-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hop, donc là, je vais retourner. Ouais, super. Donc derrière, parce que le sujet, c'est pas uniquement présenter Face IT, c'est globalement quelle est notre infrastructure derrière, sur quoi est-ce qu'on tourne. J'ai promis du Kubernetes et du GitOps, je vais en parler un petit peu quand même. Donc derrière, quand j'envoie une requête à ma plateforme de face, donc j'ai mon API, et qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une grosse registry Docker avec plein d'images, donc c'est les images de mes faces, je reviendrai dessus après tout à l'heure sur comment est-ce que ça se construit. Et en fait, je récupère cette image, et puis je la balance sur mes clusters Kubernetes, sur lesquels j'ai plein de petits agents qui sont en attente de pouvoir exécuter une face. Mais c'est un des premiers aspects qui est hyper important, c'est que j'ai pas constamment un bout de code qui tourne spécifique à ma face en attendant d'être appelé, ce qui est souvent le cas en fait. Alors, ça permet d'être très réactif, mais en fait, sur des choses comme ça, comme par exemple scraper Twitter, que ça prenne 2 secondes à se démarrer, globalement, c'est pas très grave. Là, en l'occurrence, je ne consomme de la ressource que quand ma face est appelée, que quand j'ai quelqu'un qui en a besoin. Donc c'est le grand intérêt, finalement, des fonctions de service, c'est de pouvoir être appelé en mode assez économique. Et donc, en sous-jacent, j'ai mon cluster Kubernetes qui est là et qui est en attente de se dire, OK, quelle face a besoin d'être lancée? Boum, je l'exécute. Donc, là, c'est le fonctionnement assez rapide, mais derrière, comment ça se présente? Donc, je vais aller voir le code de ma face. Donc, là, vous reconnaissez, je suis sur un GitLab, donc ma face, c'est avant tout du code. Donc, je vais dans mon projet, regarder quel est le code qui constitue ma face. Quel est le code qui a généré ça? Donc, dans mon dépôt GitLab, j'ai 2 choses. J'ai un fichier Python, donc le code qui va être exécuté, et puis un fichier de requirements. Donc ça, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas le langage Python, j'ai besoin d'avoir des librairies externes, des aides, parce que je ne vais pas tout coder quand même, il y a plein de choses qui existent déjà que je dois réutiliser, et notamment la partie qui va aller interroger Twitter. Donc d'un côté, j'ai mis, voilà, pour aller interroger Twitter, j'ai besoin d'intégrer ce code-là dans ma face, et puis derrière, ma face, son code, voilà, c'est du code Python. Alors vous m'excuserez, c'est du code Python avec du HTML, qui a dû être enjolivé parce que tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une super présentation de ouf. Alors voilà, j'ai fait en sorte que ça soit beau sur le navigateur, mais le code est ce qu'il est. Et donc, voilà, ici, j'ai tout mon code. Et donc, c'est cet élément-là qui est récupéré. Et quand je le pousse, qu'est-ce qui se passe? En fait, hop, mon code, il va dans mon Git. Ça déclenche ma CI/CD. Donc pareil, dans mon cluster Kubernetes, j'ai des runners GitLab qui tournent, qui sont en attente de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir construire des nouvelles faces, et puis qui ensuite vont aller l'envoyer sur la registry que j'avais plus tôt, qui est reliée à mon API, etc. Donc là, on est vraiment sur un modèle assez classique, mais l'idée qu'on a, c'est que finalement, quand on regarde mon code, le code là est assez simple, et la seule surcouche que j'ai, finalement, c'est de l'avoir poussé dans mon GitLab. Tout ce que j'ai récupéré en print va me permettre de générer le contenu qui me sera rendu dans ma face. Donc ici, en l'occurrence, j'ai ce résultat-là. Maintenant, je me dis, c'est super, mais qu'est-ce que je vois là? Je vois que j'ai fait une recherche sur les tweets liés aux Cloud Days. Et puis partout, je vois que j'ai récupéré le tag Cloud Days. Ah mince, ma face, elle n'est pas terrible, parce qu'il faudrait au moins que j'enlève ça. Et puis en plus, j'aime pas ce bleu-là, il est un peu trop... Niveau contraste, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, je vais aller modifier ma face. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec GitLab, j'ai mon IDE qui est intégré directement. Donc je peux aller le voir. Hop, là, je vais regarder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier mon code. Hop, voilà, on enlève les commentaires que j'ai préparés, histoire d'être sûr de ne pas faire du code qui casse. Je fais mon commit, voilà, ça me dit oui, t'as bien fait. Et je fais mon commit. Et donc là, ça va redéclencher
une boucle de CI/CD, régénérer une nouvelle face avec une nouvelle version. Donc là, l'intérêt aussi, c'est que j'écrase pas ce que j'ai fait avant, j'ai toujours l'ancienne version de ma face qui est disponible. Donc si je regarde ici, hein, j'avais accès aux détails de ma face. Donc j'ai ma première version. Alors ça va prendre 3-4 minutes à générer la nouvelle version de ma face. Et en attendant, donc là, j'ai mon code initial. Alors, il faut savoir que là, je l'ai fait sur GitLab, mais du coup, j'ai poussé sans avoir une prévisualisation de mon résultat. On a un script, en fait, on est capable de faire tourner l'exécuteur de face en local pour développer et vérifier, parce que là, c'est une face assez simple, mais je peux faire aussi des choses très compliquées, pour vérifier en local et pas être obligé d'attendre que ça pousse, que ça reconstruise, etc. Donc, en fait, si je regarde, hop, donc là, j'ai mon éditeur de texte qui tourne en local. J'ai un script qui tourne. Donc, si je regarde, hop, mon localhost qui doit être par là, voilà. Donc, ça ressemble vraiment à la face que j'ai. Hein. On voit juste que ici, je suis en local sur ma machine. Donc, ici, je fais un changement dans mon code. Donc, le même hein, que j'ai fait en ligne. Hop, voilà. Pardon, hop. Voilà. Et donc là, instantanément, le temps que ça se recharge. D'accord, voilà. Et donc là, j'ai vérifié comment va se comporter la face une fois qu'elle sera poussée. Donc en l'occurrence, celle qui est en train d'être poussée, d'être construite. Mais en local, je suis capable de voir exactement comment va se comporter ma face. Et comment elle sera quand elle sera disponible à la terre entière sur tous les clouds du monde. Hein, parce que c'est aussi ça l'intérêt des faces. Hop, donc je peux regarder, mais je pense que je vais continuer parce que ça va me prendre... Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai ma pipeline qui est en train d'avancer. Voilà. Hop, donc... Ici, hein, ma petite croix, c'est normal. J'ai deux façons de construire des phases. J'essaye d'abord avec une version légère, qui en fonction des bibliothèques que je vais intégrer, va pas suffire. Donc je construirai une image lourde pour être certain d'avoir toutes les composantes qui sont nécessaires. Hop, donc on va repasser là-dessus, le temps de la laisser se construire tranquillement. Donc en sous-jacent, comment c'est? Parce que c'est pas juste un GitLab qui tourne et puis construit des faces. Un des objectifs de FaceIT, c'est pas seulement de tourner chez Outscale. Aujourd'hui, c'est la plateforme sur on tourne chez Outscale. On a notre cluster Kubernetes qui est déployé chez Outscale. Enfin, on a plusieurs clusters Kubernetes d'ailleurs qui sont déployés chez Outscale. On a ceux qui permettent d'héberger la plateforme FaceIT. On a aussi ceux qui permettent de construire la plateforme FaceIT, deux clusters différents, mais les mêmes technologies qui nous permettent de capitaliser, de faire des synergies. On est en GitOps complet, c'est-à-dire au-delà de déployer du code d'une manière automatique, on déploie aussi de manière automatique les clusters Kubernetes, on déploie de manière automatique les VM sur le cloud, on est capable de contrôler Megaport, dont Laurent a parlé ce matin, il y a une presse aussi cet après-midi à 16h, je crois, sur Megaport, qui va nous permettre de faire le lien non seulement entre le cloud Outscale, mais aussi les autres clouds du type Amazon, Google, etc., d'une manière très simple. Et tout ça, c'est piloté au travers de mon GitLab interne, ce coup-ci, pas celui de GitLab FaceIT, pour déployer, interconnecter. Et finalement, l'intérêt là, que moi j'ai avec cette plateforme, c'est que je code une fois ma face pour tourner sur le cloud Outscale, mais en fait, je suis capable de la déployer n'importe où. Ce qui va me permettre de la déployer, par exemple, au plus près de mes données. Si j'utilise le S3 d'Outscale, je le déploie je fais en sorte que ma face tourne chez Outscale. Sinon, je déploie chez Amazon si j'ai plein de stockage chez Amazon, etc., etc. Donc, on est aussi vraiment dans cet environnement d'écosystème. Mais un des points essentiels ici, c'est le côté, je déploie mon code de manière automatisée, je déploie mon infrastructure aussi de manière automatisée. Et tout ça, c'est, merci, les API. Parce que c'est un des points qui est quand même essentiel. Tout ça, ça marche parce que, à la fin, j'ai des API qui sont suffisamment bien faites pour que les outils du marché, mon GitLab, mon Terraform, il les parle. Et donc, ils sachent déployer tout ça. Les évolutions des dernières années autour des différentes méthodologies Ops, GitOps, DevOps, DevSecOps, etc., ça permet de travailler donc, sur le cycle de vie des logiciels, mais du matériel aussi. Aujourd'hui, on est 5, donc gérer plusieurs clusters Kubernetes, des machines, des liaisons réseau, etc., les environnements de code, on y passe sa vie si on fait ça tout seul. Sauf qu'avec les outils qu'on a, on gagne en productivité à mort. Donc c'est ces technologies-là qui permettent de construire des plateformes aujourd'hui. Voilà, on a l'orchestration avec Kubernetes, donc ce côté, je crée une phase qui finalement peut avoir un usage unique,
mais le fait de la déployer sur un environnement mutualisé, ça va me permettre d'optimiser mes ressources. Et donc, c'est par ce biais-là que je vais atteindre mes objectifs de Green IT. J'ai des faces qui ne consomment de la ressource que lorsqu'elles sont appelées et elles sont optimisées. Donc, vraiment, le point le plus essentiel, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à faire tout ça parce que ma plateforme de face, qui s'appuie sur du GitOps, du DevOps et tous les outils, j'utilise les mêmes méthodes que pour construire ma plateforme en elle-même. Je construis la plateforme pour faire les faces avec les outils que j'utilise pour faire les faces. Donc, voilà. Alors, on peut juste, avant les questions, on va regarder. Normalement, je pense qu'elle a dû finir de se déployer. Toujours pas. Ah si, c'est bon, elle est déployée. Donc, si je retourne sur ma plateforme Face IT, je vais en mettre ici. Donc là, j'ai bien 2 versions de Face. Donc, c'est ma dernière qui est en ligne. Je peux lancer cette version. Donc, là, elle va être peut-être un tout petit peu plus longue que tout à l'heure, parce qu'il faut que l'image soit récupérée sur l'exécuteur. Voilà. C'est du just-in-time. Voilà. Et donc, j'ai bien les 2 versions qui tournent en parallèle. Celle de tout à l'heure que j'avais, où j'avais mes tags Cloud Days, et puis celle ici, où j'ai plus mon tag Cloud Days, j'ai changé la couleur, etc. Voilà. Donc, très simplement, je peux en lancer. Mais celle-là, elle existe toujours. Alors, là, elle est taguée latest. Je vois ici, donc je lance la dernière version. Donc, si je rafraîchis, j'aurai plus la bonne. Hop. Elle se réexécute, elle va certainement changer d'exécuteur. Alors, l'intérêt des faces, dans cette première version, n'est pas qu'elle soit toujours très performante en termes d'exécution. Voilà, ça peut prendre 2-3 secondes. Mais encore une fois, on est sur des cas d'usage où c'est pas grave. Et voilà, elle a changé. Si ici je regarde et je demande la plus vieille version, ici on la relance, boum, elle va se relancer, pareil. Voilà. Donc j'ai 2 versions qui vont en parallèle. Merci à tous et toutes.